Bien, merci Ismaël Ferhat effectivement de me rejoindre. On va peut-être s'installer ici et Monsieur Cadenne également. Je passe votre diaporama. Ouais. Je vous en prie, installez comme vous le souhaitez. Installez-vous. Il n'y a pas de plan de table défini. Donc sur petit jeu de chaise musicale pour s'organiser. Donc il faudra que nous appuyions sur les micros pour que ça enregistre. Pour cette deuxième séquence, effectivement, nous avons souhaité revenir sur le principe, enfin sur la question de l'expression et de la visibilité religieuse de l'espace public. Vous l'avez dit, hein, monsieur le rapporteur général, la laïcité garantit la liberté de conviction, de religion, et donc sa manifestation dans l'espace public sous réserve du respect de l'ordre public. Pour autant, et vous l'avez dit aussi, c'est quand même un sujet qui suscite finalement beaucoup de crispation, beaucoup de réactions, notamment dans les médias, mais pas seulement. Et donc il nous a paru important pour cette journée de pouvoir aussi ne pas éviter les sujets qui crispent, autant les purger, je dirais. Et nous vous proposons de revenir d'abord sur une des affaires finalement qui a historiquement crispé le débat, suscité un emballement médiatique, politique, une affaire locale, aujourd'hui située dans les Hauts-de-France, historiquement en Picardie à l'époque. Et donc nous profitons de la présence et de la publication de l'ouvrage coordonné notamment par Ismaël Ferhat, Les foulards de la discorde, retour sur l'affaire de Creil, donc de 1989. C'est une affaire locale, d'un conflit scolaire local. Vous avez mené collectivement, donc avec différents chercheurs, un travail d'historien, mais aussi en sciences de l'éducation, etc., pour vous rendre compte de comment, effectivement, en partant d'un petit conflit local, finalement, somme toute d'apparence banale, on en arrive à un fait national qui a des répercussions au plus haut niveau de l'État, qui a des répercussions dans les syndicats, qui a des répercussions dans les différentes communautés religieuses, les partis politiques, etc. Donc, Monsieur Ferhat, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous propose de nous présenter, sans plus attendre, bien effectivement, le retour sur présentation synthétique de votre ouvrage, qui est disponible évidemment au centre de documentation, qui est présenté également à l'accueil et qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais brièvement parler de cette affaire dont peut-être certaines et certains se rappellent encore. À titre personnel, ça a été mon premier souvenir d'enfant à la télévision, avec la chute du mur de Berlin, donc deux événements en 89 qui intéressaient l'enfant en école primaire, comme quoi il y a des choses qui restent. Alors, qu'est-ce que l'affaire de Creil ? Petite caricature de Plantu pour l'expliquer avec humour. L'affaire de Creil, au fait, c'est un moment important pour l'histoire de France, puisque ça fixe trois choses qui, jusqu'à aujourd'hui, M. Cadenne l'a rappelé à l'instant dans le débat public français sur la laïcité. Un, c'est une interrogation sur la question de l'islam, qui depuis 30 ans est très souvent la religion qui est évoquée sur les conflits, ou ce qui est supposé être des conflits sur la laïcité. Le second point important, et Madame la sous-préfète a fait une référence à cela, c'est le fait qu'on lit ce qui est très nouveau en 89, laïcité et droits des femmes. Auparavant, c'était pas du tout naturel de lier laïcité et question de l'égalité femmes-hommes. Après 89, ça devient systématique. Et le troisième point fondamental, et l'Observatoire est aussi une conséquence de cela, c'est l'idée qu'il y a des atteintes à la laïcité. Effectivement, à l'époque, c'était vu comme étant pas un sujet, depuis beaucoup plus, et atteintes qui sont liées aux usagers du service public, ce qui est très nouveau, parce qu'à l'époque, ce sont des usagères, 3 collégiennes, qui suscitent le débat. Alors, pour ne pas être plus long, on va vraiment faire un rappel très rapide du sujet, et je suis bien sûr là pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Tout d'abord, le contexte, qui est important parce qu'il marque encore la société française sur l'émergence d'une question musulmane, entre guillemets.
Ensuite, un petit rappel sur la manière dont l'affaire s'est déroulée, enfin vraiment sans être trop long, et surtout quelles sont les conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque beaucoup de réactions ou de débats actuels sont en réalité liés à des évolutions qui datent de plusieurs décennies, notamment cette affaire et ce qui s'est passé après. Alors, première partie, pourquoi, il y a 30 ans, donc les foulards de 3 collégiennes ont suscité un tel débat. Alors, durant les années 80, il y a 3 mutations fondamentales qui sont extrêmement importantes et encore une fois pérennes pour comprendre les débats français. Alors, quand on dit français métropolitain, parce qu'effectivement l'outre-mer a des conceptions différentes pour des raisons historiques, sur donc l'islam de France. Le premier élément, c'est le fait qu'à partir des années 80, on change de vocabulaire dans le débat et on parle non plus de travailleurs immigrés, de travailleurs étrangers, mais de musulmans. Alors, je vous ai mis un extrait d'un article de l'Express en 85, écrit par un intellectuel, Alain Besançon, et il dit très clairement, voilà, jusqu'aux années 80, on parlait de travailleurs étrangers, on parlait d'immigrés, d'étrangers. Il faut dire les choses clairement, ce sont des gens qui sont musulmans. Donc on change de vocabulaire et progressivement dans les médias et dans les rapports publics, parce que le contexte est général, on va changer de vocabulaire et parler désormais des musulmans. On se rend compte qu'il y a une communauté musulmane en métropole qui s'est agrandie par l'immigration, qui va rester, qui a des enfants, ce qu'on appelle depuis 1979 la seconde génération, et donc ces gens sont désormais bien présents et marqués par une identité religieuse. Alors, parmi ces musulmans, il y a une catégorie de gens qui va beaucoup intéresser le débat. C'est une catégorie que l'on voit comme étant en quelque sorte en difficulté, qui aurait besoin d'aide, ce sont les musulmanes, donc les femmes musulmanes. Ça, c'est fondamental. À partir des années 80, on dit, voilà, il y a des musulmans, c'est une réalité démographique, sociale, culturelle, tout à fait objective. Parmi ces musulmans, il y aurait une catégorie qui subirait des problèmes particuliers parce qu'il y aurait des conflits sur l'émancipation, il y aurait des pressions sur leur libération. Ce sont les musulmanes. Vous voyez où je veux venir? Ça prépare petit à petit l'affaire du foulard. Et donc là, je vous ai mis un extrait d'archives du centre de Roubaix, voilà, pour faire honneur aux archives nationales du monde du travail de Roubaix, donc du principal syndicat enseignant à l'époque, la FEN, qui dans un rapport interne dit, voilà, nous devons mettre l'accent en tant que syndicaliste enseignant sur la question des femmes musulmanes qui sont soumises à des discriminations, des pressions spécifiques, y compris de leur famille, et nous sommes là pour les émanciper. Donc tout le débat sur la question du foulard commence à émerger sans que le foulard soit cité. À partir de l'année 88-89, donc de l'année scolaire 88-89, on commence à avoir les premières mentions, dans la presse notamment, de cas de foulard à l'école. Auparavant, il y en avait, mais ça ne suscitait pas le débat. Enfin, ce n'était pas vu comme étant un sujet de conflit ou alors de constat. À partir de l'année 88-89, on commence à avoir les premiers articles sur le sujet qui disent, voilà, on a des cas d'écolières, de collégiennes, de lycéennes qui viennent à l'école en foulard, à une époque où, je le rappelle, sous le contrôle de M. Cadenne, il n'y a pas de loi. Donc il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi, et donc légalement on ne peut pas interdire, du moins généralement, le port de signes religieux, même si ostensible, même si celui-ci commence à faire des débats extrêmement vifs parfois. Alors, passons à l'affaire de Creil en tant que telle. Dans ce contexte où l'islam est devenu un sujet de débat, une question en quelque sorte, dans les médias, pour les pouvoirs publics, pour les acteurs, que se passe-t-il dans le collège Gabriel Avez sur le plateau creillois, donc dans le département de l'Oise? Alors, petit rappel chronologique pour aller assez vite. Le collège Gabriel Avez est un collège, on va dire, très populaire du plateau de la ville de Creil, avec une pauvreté extrêmement importante, un multiculturalisme très marqué. C'est une zone d'immigration à la fois récente et massive dans le sud de l'Oise. À la rentrée 89, après une première tentative l'année scolaire précédente, 3 collégiennes viennent en cours avec un foulard, encore une fois sans qu'il y ait de loi ou de texte qui précise le sujet. Le principal, contrairement à ce qui a été dit, n'exclut pas les élèves, simplement il leur interdit d'aller en cours parce que les enseignants n'en veulent pas, tout simplement, et donc il les confine au CDI en disant, tant que vous refusez d'enlever le foulard, écoutez, vous suivrez les cours au CDI sans aller en cours.
Alors, ce qui est une micro-affaire, voire une non-affaire, puisqu'il n'y a pas eu d'exclusion, devient 2 semaines plus tard une affaire nationale, puisque les médias embrayent sur le sujet. Donc, le 4 octobre, l'AFP fait une dépêche. Le même jour, France 3 Picardie fait un reportage. Et donc, à partir de là, il y a des dizaines d'articles, de reportages télévisés, radio chaque jour. Hein. Donc, une pression terrible sur les pouvoirs publics. Le 4 novembre, Lionel Jospin, qui à l'époque est ministre de l'Éducation nationale, annonce qu'il saisit le Conseil d'État pour avoir un avis sur le sujet, donc rappeler quelle est la règle de droit applicable. Et le 12 décembre, entre-temps l'avis du Conseil d'État a été donné, le ministère de l'Éducation rend une circulaire qui calme provisoirement l'affaire, qui est relancée 5 ans plus tard par la circulaire dite Bayrou. Alors, quelles sont les conséquences de l'affaire pour les débats sur la question laïque en France ? Le premier élément, et M. Cadenne l'a rappelé, c'est vraiment très très net dans les archives, donc j'ai mis un exemple d'archive, hein, l'historien travaille sur le document, donc autant que vous les voyez aussi. Donc c'est une note inédite d'un conseil interministériel donc, qui était consacré en partie à l'affaire, hein, le 30 novembre 89, et Lionel Jospin, qui est donc ministre de l'Éducation, numéro 2 du gouvernement, dans l'ordre protocolaire, dit voilà, tout le monde fait de la surenchère sur le sujet, on parle de Munich, alors référence à une tribune collective intellectuelle dont M. Finkielkraut, qui considérait que l'entrée du foulard à l'école était l'équivalent de Munich, donc la conférence diplomatique de 1938 où les nazis ont récupéré une partie de la Tchécoslovaquie. Et donc, tout le monde fait de la surenchère sur le débat, tout le monde, en quelque sorte, exagère, et donc c'est très difficile pour moi, ministre, en quelque sorte, de régler un sujet qui est explosif. Donc, on a des pouvoirs publics qui sont désormais gênés sur la question laïque, puisqu'ils sont soumis à des passions diverses, parfois contradictoires, sur un sujet qui est compliqué à traiter. Le second point, qui est rappelé par 2 collègues qui ont fait un des meilleurs ouvrages sur le sujet, Le foulard et la République, c'est que les débats sur le foulard deviennent le prototype de débat sur la laïcité qui divise tout le monde. Les partis, les syndicats, les associations, on a des prises de position dans tous les sens et qui divisent très fortement les organisations. Pour vous donner une idée, dans le planning familial, qui n'était pas directement lié au sujet, mais qui a en quelque sorte subi l'onde de choc du débat, il y a 3 positions, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui sont ni pour ni contre. Donc, vous voyez que dans une même organisation, ça suscite des débats parfois extrêmement violents. Alors, pour finir et pas être trop long, quelles sont les conséquences du débat jusqu'à aujourd'hui pour la laïcité et les échanges qui peuvent exister sur le sujet en France. Le premier élément de conséquence qui est fondamental, ce sont les conséquences médiatiques. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la base de données du Monde depuis 89 et j'ai essayé de recenser les occurrences de Foulard et Creil, donc les articles qui font référence à l'affaire du foulard de Creil. Comme vous le voyez, en 89, c'est le maximum d'occurrences, donc c'est l'année où le Monde, bien sûr, en parle le plus, mais vous voyez que régulièrement, dès lors qu'il y a des conflits sur la question de la laïcité, on ressort l'affaire de Creil comme étant un peu l'origine, en quelque sorte, des débats ou des conflits ou des évocations de la laïcité. 94, circulaire Bayrou, qui relance la question des foulards à l'école. 2003, commission Stasi, bien sûr. 2015-2016, je ne vous fais pas de dessin sur le contexte de l'époque, attentat terroriste et relance de la question laïque. Donc l'affaire de Creil devient en quelque sorte le prototype de l'affaire qui a mal tourné et qui en quelque sorte doit être évitée par les pouvoirs publics comme gestion du fait laïque. Le second point important, donc là je parle pour ma paroisse, si j'ose dire, laïquement, l'université, les sciences sociales et la recherche se sont beaucoup intéressées non seulement à la question de la laïcité, mais aussi de l'islam. Jusqu'aux années 80, contrairement à ce que vous pouvez penser, la laïcité est un sujet très faible de recherche dans les sciences sociales. Il y a quelques travaux, mais c'est très peu. À partir de 89, on voit une montée progressive et qui devient quasi continue jusqu'à 2005. Centenaire oblige de la loi de séparation. Même chose pour l'islam. À partir de 89, on a une poussée très très forte des travaux sur le sujet. Donc vous voyez que laïcité et islam, y compris dans la recherche, sont involontairement liés, puisque l'intérêt de l'un et de l'autre sont quasi corrélés en quelque sorte depuis 89. Donc intérêt accru, un nombre de travaux de plus en plus important. Et dans les dernières années, les travaux sur l'islam ont connu une poussée tout à fait remarquable, comme vous le voyez sur ce graphique. Troisième élément, et je finirai dessus, c'est l'idée, et donc là c'est aussi une des raisons de l'observatoire, me semble-t-il, c'est l'idée que la laïcité fait problème,
ou fait débat, ou pose des questions d'interprétation, de gestion, ou des questions réglementaires parfois compliquées. Et ceci a été rappelé dans le rapport d'Istasi, qui a lieu en 2003, et qui donne la première étape de l'adoption de la loi de 2004, interdisant les signes religieux ostensibles à l'école publique, même si les rapports étaient beaucoup plus larges en réalité dans ces sujets et propositions. Le rapport Stasi dit, voilà, la laïcité, notamment à l'école, mais pas que, pose des problèmes d'application, de contestation, d'atteinte, on en reparlera cet après-midi, qui, en quelque sorte, pose la laïcité comme un problème. Et d'ailleurs, cette journée est aussi, en quelque sorte, dans cette lignée, l'idée qu'il faille trouver des solutions à l'application du principe de laïcité. Alors, pour conclure, 3 éléments de conclusion provisoire, encore une fois ouverte à la discussion. Depuis 89, et depuis les années 80, on a un cumul d'inquiétudes, de questions sur l'islam. C'est une réalité. Encore une fois, l'islam est très souvent évoqué dès lors qu'on parle de laïcité. C'est un tournant très très net des années 80 qui a été parachevé en 89. Le second point, c'est que la question du foulard est devenue une question de cristallisation pour les débats sur la laïcité. Pensez au sujet ultérieur, le foulard intégral, le burkini, les signes religieux chez Decathlon, enfin à chaque fois, ce sont des éléments qui ressemblent au foulard qui sont évoqués dans le débat public. Le troisième élément, ce sont des conséquences très importantes sur la question laïque avec la création d'organismes. En 89, le HCI, en 2007, l'Observatoire. D'autres structures ont été créées, Conseil des sages au ministère de l'Éducation, d'autres structures aussi, un référent laïcité dans les préfectures. Enfin, il y a plein de structures administratives qui ont été créées suite à 89. Et donc, ceci se fait parce qu'on pense à la laïcité comme étant d'abord un problème, ce qui est une relative nouveauté dans l'histoire de France. Je vous remercie. Merci pour cette présentation résumée de votre travail collectif. Alors, peut-être qu'on peut passer, pour pouvoir avoir aussi un temps d'échange entre vous, à part si M. Cadenne, vous souhaitez réagir à la présentation de M. Ferrat. Je propose que peut-être on puisse directement passer également à l'étude et puis ensuite avoir un temps d'échange entre vous et surtout avec la salle, puisque c'est une journée qui doit vous permettre aussi de poser les questions que vous souhaitez. On pourra revenir notamment sur l'impact médiatique, effectivement, et cette question de la laïcité comme un problème dont il faudrait débattre ou dont il faudrait surtout pouvoir être plus au clair finalement sur la manière dont elle s'applique, et puis cette corrélation aussi alors évidemment là en l'occurrence pour l'intérêt des sciences sociales entre laïcité et islam. Est-ce que ces sujets sont traités effectivement de manière distincte? C'est une question qui me traverse l'esprit en vous écoutant, ou est-ce que ces sujets sont traités forcément concomitamment dans les travaux en sciences sociales. Mais je ne serai pas beaucoup plus longue, monsieur le rapporteur général. L'Observatoire a publié donc l'année dernière également une étude sur l'expression et la visibilité religieuse dans l'espace public en France, une synthèse de plusieurs réflexions universitaire. Est-ce que vous pouvez nous en restituer à la fois les objectifs, la méthode, mais aussi les principaux enseignements qui permettront d'alimenter nos réflexions et nos échanges? Merci. Bien sûr. Donc effectivement, comme vous le savez bien, la question de l'expression et de la visibilité religieuse dans l'espace public, finalement, c'est cette question qui revient le plus souvent dans les polémiques pour lesquelles sont invoquées la laïcité. C'est souvent cette expression religieuse et cette visibilité religieuse finalement qui interroge et qui crée des tensions, des crispations. Donc dès lors, il nous apparaissait légitime que l'Observatoire de la laïcité se penche plus précisément sur cette question qui finalement n'est quasiment jamais traitée de façon scientifique et sérieuse et rigoureuse. Donc il s'agissait pour nous de faire connaître de nombreuses réflexions universitaires qui traitaient justement très spécifiquement de ce sujet de l'expression et de la visibilité religieuse dans l'espace public. Bon, elles peuvent pas être exhaustives, mais enfin, on a quand même été dans de très nombreuses, on a été dans la recherche de très nombreux travaux, universitaires, puisque nous avons bien sûr réalisé des auditions, une dizaine d'auditions d'universitaires qui
qui ont écrit des ouvrages sur la question, mais aussi nous avons synthétisé 38 ouvrages universitaires, ainsi qu'un certain nombre d'articles universitaires, et puis nous nous sommes aussi fondés sur 22 sondages, enquêtes d'opinion et rapports officiels sur cette question de la visibilité et de l'expression religieuse dans l'espace public aujourd'hui en France. Vous le savez, il y a un certain nombre d'experts qui s'accordaient à décrire les sociétés occidentales depuis les années 2000 comme ancrées dans l'âge séculier. Et en même temps, à contrario, nous avons une actualité qui regorge d'exemples qui illustrent un éventuel retour du religieux. Donc il y a les polémiques sur le voile islamique, évidemment l'affaire de Creil est le symbole absolu. Il y a le halal, il y a les minarets. On se souvient de ce référendum sur les minarets de mosquées en Suisse, par exemple. Il y a les caricatures du prophète, aux Pays-Bas, puis en France, en Europe en général. Il y a les questions de la circoncision en Allemagne. Il y a la question de mariage entre personnes de même sexe, qui fait moins polémique en France, mais qui a pu créer des débats dans d'autres pays européens. Les nouvelles oppositions à l'avortement, sur l'identité de genre, sur la fin de vie, sur certaines œuvres artistiques. Alors, on l'a un peu oublié, mais il y a finalement quelques années, donc pas si longtemps que ça, il y a eu des oppositions très fortes à certaines pièces de théâtre en France, on se souvient, ou à certaines œuvres artistiques, etc. Donc, ces questions sur la visibilité de l'expression religieuse dans l'espace public reviennent sans cesse. Donc, il ne s'agissait pas pour nous de simplement rappeler le droit applicable, mais également d'apporter les éléments sociologiques les plus pertinents. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, le sociologue Philippe Portier résume assez bien la situation. Il la résume en déclarant « Une partie de la population croissante s'éloigne du religieux, quand l'autre, au contraire, réactive ses appartenances, y compris de façon visible et publique. » Effectivement, c'est tout à fait cela qu'on constate. C'est-à-dire qu'effectivement, la société française continue de se séculariser. Ça, c'est une évidence. Notre dernière enquête d'opinion qui va sortir à la fin du mois le confirmera. Vous avez de plus en plus de Français qui se dégagent de la religion, qui se déclarent indifférents, agnostiques, athées, éloignés de la religion, qui ne se définissent plus par rapport à la religion, même si vous avez encore une base importante de croyants, évidemment. Et entre les croyants et les agnostiques, il n'y a pas de majorité de croyants ou de non-croyants, finalement, puisqu'il y a en gros à peu près 37 à 39% des Français qui se déclarent croyants, puis ensuite vous avez 15 à 20% des Français qui se déclarent agnostiques, donc qui sont dans le doute. Bref, vous avez quand même malgré tout une évolution du nombre de gens qui se détachent de la religion, mais dans le même temps, vous avez chez certains croyants, et ceux dans toutes les religions, une volonté de marquer davantage aujourd'hui qu'hier, enfin ces dernières années on va dire qu'avant-hier, leur identité religieuse. Alors, évidemment, ça se constate largement pour l'islam parce que ce sont des signes visibles, c'est-à-dire le voile en particulier. Mais c'est pas tout nouveau, ça date, on le voit bien, de dizaines d'années. Mais vous avez aussi, par exemple, pour les autres religions, un retour fort, plutôt une progression forte du mouvement Loubavitch chez les Juifs, alors que c'est quelque chose qui était très très étranger au judaïsme français, le mouvement Loubavitch. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend d'importantes proportions. Vous avez par exemple la religion qui est aujourd'hui la plus prosélyte et la plus pratiquée par ses croyants, c'est le protestantisme évangélique. C'est là que vous voyez le taux de pratique le plus fort et le taux de prosélytisme, c'est-à-dire de conviction à l'extérieur, et notamment dans l'espace public, le plus fort. C'est d'ailleurs la religion qui gagne le plus d'adeptes en France. Vous avez un lieu de culte protestant évangélique qui se construit tous les 10 jours. C'est celle qui est la plus en progression. Vous avez aussi, chez les catholiques, dans le clergé catholique, un retour de marqueurs identitaires religieux forts. Par exemple, les jeunes prêtres sont souvent habillés de soutane dans la rue, ce qui était, il y a encore 3-4 ans, quelque chose que vous ne voyez plus. Ça revient, vous le voyez assez régulièrement. Maintenant, ce n'est plus quelque chose de rare. Ce sont des signes, des marqueurs qui réapparaissent dans l'espace public. Donc voilà, vous avez un retour, pas un retour du religion en général, ça c'est faux, mais chez certains croyants de toutes les religions, effectivement un retour de ces marqueurs religieux. Alors, les causes de cette augmentation de ces marqueurs, elles sont nombreuses et elles sont souvent croisées. Et on ne peut pas définir d'ordre d'importance, parce que ça va dépendre des religions, ça va dépendre des croyants eux-mêmes, de
leur vie personnelle, de leur évolution personnelle, de leur profil sociologique, etc. Mais les 6 principales causes sont les suivantes. D'abord, tout simplement, vous avez le redéploiement des religions dans une société qui est profondément sécularisée. Dans notre contexte sécularisé, eh bien, le champ religieux réagit. Et il n'hésite pas à faire étalage d'un certain nombre de signalétiques visant à capter l'attention des pouvoirs publics ou de l'opinion. Donc plus la société se sécularise, plus paradoxalement, là, vous allez avoir une réaction de certains croyants, croyants religieux. Ensuite, vous avez bien sûr l'installation en France hexagonale de religions qui auparavant étaient vues comme étrangères à l'Hexagone. Et du coup, forcément, ça a pu troubler les gens, puisque les gens qui étaient déjà dans l'Hexagone, puisque c'était vu comme étranger. Alors là, évidemment, c'est le cas de l'islam, avec une vague d'immigration dans les années 50, 60 surtout, et 70, puisqu'avant c'était dans les départements, en particulier le département d'Algérie ou dans les colonies. Ensuite, c'est venu évidemment s'installer dans l'Hexagone. C'était pas étranger en réalité à la France, puisque c'était dans les colonies ou dans un département, mais c'était étranger à l'Hexagone. Et puis, bien sûr, dans une moindre mesure, c'est quelque chose qu'on retrouve pour le bouddhisme, qui s'est installé aussi à peu près à la même période. Puis ensuite, on se souvient de la période des Bod People, donc une religion qui s'est installée en France. Et puis, on pense aussi plus récemment, même si c'est quand même pas si récent que ça, aux nouvelles formes du protestantisme évangélique, qui elles aussi se sont installées dans l'Hexagone. Alors que là, sur le coup, il y avait des courants protestants évangéliques très présents déjà dans les Outre-mer, par exemple. Autre cause, c'est les multiples modes d'expression religieuse qui sont en réponse à différentes constructions identitaires personnelles. Concernant l'islam en particulier, on constate une surreprésentation des catégories socio-professionnelles les plus fragiles et modestes au sein de la population de confession musulmane. Et donc à cet état de fait s'ajoute une surreprésentation de cette population dans des quartiers où la mixité sociale est faible et où le sentiment de relégation sociale est fort. Or, toutes les études européennes qui ont été faites sur le sujet confirment l'existence d'une corrélation entre inégalité, échec scolaire, chômage durable, ségrégation et importance accordée à la religion. En somme, voir son avenir terrestre fermé renforce la croyance et le fait de pratiquer cette croyance. Ça, c'est effectivement des études qui ont été menées dans différents pays européens ces 10 dernières années qui toutes le confirment. Par ailleurs, le fait que le sentiment de relégation soit très sensible chez les secondes générations, eh bien, les éloigne de l'irréligiosité européenne. Faute de construire leur identité à l'école ou au travail, eh bien, ils chercheraient cette identité dans une religion visible. Et là, en l'occurrence, on parle souvent de l'islam plus visible. C'est aussi ce que confirme, outre les études européennes que j'évoquais, l'enquête INED, trajectoire et origine. Les nouveaux Français qui vivent, entre guillemets évidemment, qui sont installés récemment dans l'Hexagone, qui vivent dans les quartiers dits immigrés, eh bien, sont effectivement sensiblement plus religieux que ceux qui sont dispersés, que ces mêmes nouveaux Français, entre guillemets, qui sont dispersés dans des quartiers mélangés. Les mêmes personnes, si vous les mettez dans des quartiers dits immigrés, et si vous les mettez dans des quartiers mélangés, où il y a plus de mixité sociale, eh bien, n'auront pas du tout la même pratique religieuse au final. Ça revient à la question de la mixité sociale que j'évoquais tout à l'heure. Tout simplement parce que dans les quartiers mélangés, il y a plus d'échanges interculturels. Et en plus d'un repli sur la religion, l'isolement réduit les contacts avec la population, le reste de la population, ce qui limite le brassage des manières de vivre et des croyances. Autre cause, eh bien, l'affaiblissement, bien sûr, d'idéologies séculières. On l'évoque pas souvent, mais c'est un fait. C'est-à-dire le libéralisme, le socialisme, le nationalisme, toutes ces idéologies dites séculières se sont affaiblies ces 40 dernières années, et ça renvoie à une certaine incapacité à fournir les fondations normatives et psychologiques de l'identité et de l'action collective, mais également à l'échec, pour certains, d'approches scientifiques pour donner sens à la réalité. Et en d'autres termes, vous pouvez avoir une réactivation religieuse qui peut également être le produit d'une inquiétude devant la sécularisation de la société. Autre cause, là qui concerne très spécifiquement les populations qui ont migré et parfois leurs enfants, eh bien, c'est les emprunts et répudiations entre sociétés d'origine et sociétés d'accueil. Ces emprunts et répudiations entre sociétés d'origine et sociétés d'accueil ont une influence directe sur les pratiques religieuses. Et là, on constate un mélange des cultures qui peut effectivement avoir des conséquences sur la façon d'exprimer sa culture religieuse, qui est du coup parfois totalement réinventée, peu connue, et qui est parfois aussi du coup beaucoup plus visible,
ou d'ailleurs, dans d'autres cas plus minoritaires, au contraire, peu visibles, en utilisant de différentes façons des accessoires occidentalisés. Puis la dernière cause, qui est la plus commune en fait, eh bien, c'est tout simplement le refuge sécurisant de la religion face aux incertitudes de demain. Ça, c'est la cause qui est vieille comme le monde, qui s'avère encore aujourd'hui exacte. Dans certains cas, les incertitudes de demain, les incertitudes économiques, sociales, politiques, écologiques. Et bien évidemment, dans un monde qui serait fait de moins d'incertitudes, de plus d'incertitudes et de moins de certitudes, eh bien cette visibilité et cette expression religieuse peuvent être plus fortes. Si vous avez moins d'incertitudes, vous aurez moins recours à la religion. Si vous avez plus d'incertitudes, vous avez plus recours à la religion. Donc en fait, tout cela, on pousse la majorité des experts, des universitaires qui ont travaillé sur la question à rappeler, à dire, à affirmer qu'en fait on n'est pas confronté à un retour du religieux, mais on est plutôt confronté à un recours au religieux. Voilà, qui est un phénomène qui est largement étudié par les fondateurs de la sociologie, comme vous le savez. Et puis enfin, vous avez quand même une autre cause qu'on peut évoquer, qui renvoie aussi à ce qui a été un peu dit. Alors ça explique pas l'augmentation de la visibilité de l'expression religieuse, cette cause, mais ça explique en partie une perception d'une plus grande visibilité religieuse, en particulier de l'islam. On se souvient d'une enquête dans laquelle les Français étaient, je crois, près de 37% à croire... Enfin non, les Français pensaient qu'il y avait 37% de la population qui était musulmane. On est plutôt à 6%. Donc vous voyez le gap considérable entre la perception et la réalité. Eh bien effectivement, alors là, cette cause, c'est quoi ? C'est tout simplement la présentation inégale de ces expressions religieuses par certains prescripteurs d'opinion. Et effectivement, l'islam, en effet, est très largement traité, beaucoup plus que, finalement, même si c'est un fait, beaucoup plus malgré tout que la réalité de terrain. Voilà. Merci beaucoup Merci beaucoup pour la clarté et cet effort de synthèse. Alors je rappelle qu'évidemment l'étude et sa synthèse sont disponibles en ligne, vous l'avez redit tout à l'heure. Moi je retiens notamment un point commun. Je voudrais qu'on puisse aussi tirer un peu le fil de ce que vous évoquez depuis ce matin, effectivement cette absence de mixité sociale qui renforce finalement ce besoin de rendre visible, si je comprends bien, son appartenance religieuse ou identitaire d'ailleurs, qui renvoie finalement aussi au contexte de la ville de Creil et en particulier du quartier où était implanté le collège à l'époque. Voilà. Quels sont les leviers aussi que l'on peut activer depuis 40 ans, la politique de la ville existe, notamment pour compenser un certain nombre d'inégalités vécues dans un certain nombre de quartiers. La politique de la ville n'est pas seule à pouvoir agir sur la mixité sociale. C'est l'ensemble des politiques publiques aussi qui doivent être mobilisées. Donc il y a à la fois une nécessité, on le dit depuis ce matin, de faire de la pédagogie de la laïcité pour que ce soit bien compris et non pas vécu comme quelque chose de contre une religion, contre une catégorie de population, etc. Et en même temps, effectivement, un vécu, vous l'avez évoqué aussi, de sentiments de relégation qui finalement poussent à se retrancher et à réactiver des choses. Alors au-delà de la pédagogie de la laïcité et des efforts portés par la politique de la ville, quelles solutions peut-on activer aussi et quelles solutions je renvoie également à M. Ferrat, quelles solutions n'étaient peut-être pas disponibles à l'époque de l'affaire de 89, aussi historiquement, ou n'ont pas été suffisamment activées à l'époque pour trouver une solution différente au conflit local. Vous l'avez dit, il s'agit de mobiliser tous les champs des politiques publiques. Alors en effet, on a beaucoup fait avec la politique de la ville. On peut considérer qu'il y a un échec collectif, néanmoins, sans la politique de la ville, ça aurait été sans doute nettement pire. Donc il y a aussi eu des réussites, mais ça ne suffit pas. Il faut en effet mobiliser tous les champs. Il faut une meilleure attractivité économique dans certains quartiers. Il faut l'intégration sociale par le travail, parce que quand vous mélangez les gens au travail, déjà, ça y participe nettement, et vous sortez les gens de leur quartier, de leur communauté.
Donc il y a ça, il y a la culture évidemment pour assurer des échanges interculturels, ça a été dit. Alors le mieux reste quand même évidemment d'avoir une mixité sociale, mais vous pouvez aussi avoir des opérations culturelles dans des quartiers relégués, mais aussi dans des zones agricoles ou rurales très reléguées aussi, des zones périphériques. Il y a bien sûr l'éducation, ça c'est absolument majeur, assurer la mixité sociale dans les établissements scolaires. Là on a un énorme enjeu. Aujourd'hui, on a trop d'établissements scolaires qui sont totalement homogènes et ça, c'est un vrai problème. Donc là, il faut jouer à la fois sur la carte scolaire, mais aussi sur les options qui sont au sein des établissements pour attirer, sur les lieux d'implantation de ces établissements pour qu'ils soient au milieu de différents quartiers et pas au milieu d'un seul quartier. Il faut aussi jouer sur les équipes pédagogiques qui ont un rôle très important, on le sait. Il y a tout un tas de leviers à mobiliser qui ont d'ailleurs été mobilisés à partir de 2015 dans un plan pour la mixité scolaire et qui ont plutôt abouti à des vraies réussites, que ce soit à Toulouse, à Paris, dans certaines villes du Sud-Est, à Lille, je crois aussi d'ailleurs. Donc là, il faut le développer massivement. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, ça j'y crois vraiment beaucoup parce qu'on le constate dans tous nos déplacements de terrain auprès des jeunes, et on en fait toutes les semaines, cette diversité des mémoires et cette nécessité de parler de tout ce qui fait la France pour que tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, se sentent complètement appartenir à la communauté nationale et puissent effectivement se sentir aussi perçus comme pleinement français. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué quelques personnalités qui sont des symboles, qui sont très peu connus et très peu évoqués. Et de fait, on évoque trop peu cette diversité des mémoires. Et pourtant, quand on en parle, on voit à quel point ces jeunes de tous les horizons vont s'identifier beaucoup plus facilement à ces personnalités par ailleurs françaises. Donc c'est dommage. Après, ça renvoie aussi au fait que on parle très peu, par exemple, des Outre-mer. Je sais pas, mais dans les médias, on ne parle jamais des Outre-mer. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça incroyable. C'est quand même une composante de notre pays, on n'en parle pas. On a un vrai problème avec ce discours sur l'ensemble de ce qui compose notre peuple. Et c'est plutôt une richesse, parce que c'est marrant, dans les instances internationales, on se sert beaucoup des Outre-mer pour pouvoir affirmer le fait que nous, la France, on peut parler au nom de l'universel. Mais si on parle au nom de l'universel sans mettre en avant le fait qu'on est présent dans le monde entier, et donc qu'on a des cultures du monde entier, bah, ça sert à rien. Effectivement, on peut parler au nom de l'universel uniquement parce que, justement, il y a en France une multitude de cultures. Encore faut-il les mettre en avant et en parler pour que tout le monde, là encore, se sente impliqué et concerné. Et ça, on le fait pas suffisamment. Donc il y a un rôle aussi des médias là-dedans pour beaucoup plus pour que tous puissent davantage s'identifier à cette appartenance nationale commune. Merci. Alors, vous parlez de reconnaissance des mémoires, effectivement, et de la diversité de la France. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une question, M. Ferrat, de reconnaissance de l'islam? Cette question est évoquée par un des auteurs, dans un des chapitres de l'ouvrage, reconnaissance de l'islam comme une religion à part entière, présente sur le sol français, avec un droit de présence, si je puis l'exprimer ainsi. Est-ce que cette question, vous pensez, est-ce que c'est cette question qui traverse aussi les travaux en sciences sociales que vous évoquiez tout à l'heure, ou est-ce que c'est finalement un besoin de confirmer la façon dont l'islam peut s'implanter en France Alors, réponse succincte là aussi. Même si le sujet est très compliqué, alors c'est vrai que il y a une demande de reconnaissance. Alors aussi avec une question qui est ces populations musulmanes qui sont plus pauvres, effectivement en moyenne, parce que c'est plus compliqué bien sûr, il existe une bourgeoisie musulmane qui heureusement, enfin si on peut dire, émerge aussi, qui joue un rôle de plus en plus important. Mais c'est vrai que de très nombreux jeunes musulmans de classe populaire considèrent que l'islam est soit bafoué, soit n'a pas tous les droits. Alors, il y a une question qui est posée aussi, c'est quel est le lien entre l'expérience religieuse de discrimination qu'ils peuvent avoir et quel type de discrimination? Parce que est-ce qu'ils sont discriminés en tant que pauvres, en tant qu'enfants de minorité ethnique, en tant que musulmans? C'est pas si évident. Ça peut cumuler effectivement, donc c'est pas très évident. Alors, pour apporter un contrepoint de vue, je ne sais pas si certains ont vu l'enquête de la DILCRA sur les discriminations ressenties par les musulmans,
qui est très intéressante parce qu'elle est contre-intuitive. En fait, on se rend compte que les musulmans, enfin, lorsqu'on leur demande au fait comment ils sentent les discriminations en tant que telles, ils sont les plus nombreux en France à déclarer à discriminer pour des raisons religieuses, donc c'est spécifique aux musulmans. Ce sont les premiers, enfin, entre guillemets, la catégorie mesurée qui déclare le plus à discriminer, non pas pour raison raciale, mais bien pour raison religieuse. Donc c'est vraiment une question sur le sentiment anti-musulman qui peut exister. Et le second point très important, et là ça m'a beaucoup étonné parce que ça contredit en fin de compte quelque chose qui court depuis des années, c'est que les musulmans qui déclarent le plus être discriminés sont les diplômés bien insérés. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas forcément la pauvreté qui parfois crée une tension pour certains musulmans, c'est bien le moment où on s'intègre scolairement, socialement à la société qui est le moment le plus tendu où l'expérience de discrimination est la plus forte parce qu'on recherche des logements, on recherche un emploi, on recherche, etc., une formation. Et donc c'est le moment où on va expérimenter beaucoup plus la discrimination. Et donc ça veut dire que certes, les musulmans en France sont plus pauvres que la moyenne, c'est très clair. Donc effectivement, il y a un phénomène de ghettoisation qui fait qu'il y a des phénomènes d'enfermement sur soi, en quelque sorte, c'est une réalité. Mais en même temps, l'expérience de mobilité sociale peut être accompagnée de difficultés qui elles-mêmes peuvent créer des tensions. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on multiplie les expériences de discrimination, vous imaginez bien qu'un discours qui est vu comme étant par ailleurs agressif sur la laïcité peut finir en quelque sorte par susciter le rejet. Donc c'est vrai que c'est en fin de compte par les deux bouts en quelque sorte, la ghettoisation sociale, mais aussi l'expérience de mobilité, que cette question de la visibilité en quelque sorte est posée. Merci. Alors, puisque le temps passe, je propose peut-être que nos intervenants puissent répondre également à vos questions ou réactions. N'hésitez pas à lever la main en amont pour qu'on puisse gagner du temps sur le cheminement jusqu'à vous. Bonjour à toutes et tous, meilleurs vœux, de santé surtout. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Merci d'abord pour vos deux interventions. La première concerne la fin de l'affaire de Creil. On en parle très très peu. Et j'ai lu à plusieurs reprises que tout cela s'est terminé. Je ne sais pas si on le sait ici dans cette salle, suite à une intervention de feu Hassan II, roi du Maroc. Et puis, la question pour vous, Monsieur Cadenne, elle est sur la commission présidée par Monsieur Stasi. Il n'a été retenu que ce qui ensuite présidait à ce que cette loi de 2004 soit promulguée, mais apparemment, il y avait d'autres propositions. Est-ce qu'on sait, avec le recul aujourd'hui, pourquoi les autres propositions n'ont pas été retenues? Merci beaucoup. Alors, on va prendre plusieurs questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vais distribuer les micros au fur et à mesure. Bonjour, Vincent Boutry, Université populaire à Roubaix. Je voulais revenir un peu, décaler le regard, enfin, par rapport au climat d'incertitude que vous avez décrit, enfin, insister tout au moins sur l'incertitude qui me paraît au-dessus de toutes les autres, qui est l'incertitude écologique, qui nous appelle à changer totalement de modèle. Et donc, on peut plus simplement aller dans les quartiers, à faire des politiques de rattrapage en disant le problème, c'est effectivement que tous les quartiers populaires deviennent sans bourgeoises, qu'on fasse de la mixité sociale, que tout le monde ait un bel emploi en CDI, machin. On sait que ce système-là ne fonctionne pas et n'est pas tenable économiquement et écologiquement. Et donc, moi, je voudrais qu'on regarde aussi, qu'on change de regard aussi sur les religions. Les gens se tournent vers les religions, enfin une partie des gens, et peut-être, est-ce qu'il est possible de regarder, plutôt que de dire, il faut que vous sortiez de votre religion pour aller vers la prospérité, ou est-ce qu'il est possible d'avoir un regard anthropologique et laïque sur ce que racontent les religions, ce que les sagesses nous ont enseigné sur sur la violence, sur notre façon de maîtriser notre violence et notre compétition, et d'ouvrir, et je crois que et d'ouvrir ce dialogue avec nous, avec toute la société, sur l'invention de ce nouveau modèle, sur la création d'une nouvelle utopie. Vous avez dit tout à l'heure, socialisme, libéralisme, nationalisme, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc,
il faut qu'on arrive à mobiliser tout le monde pour essayer d'inventer cette nouvelle chose, et y compris les gens qui sont dans les religions, qui ont des croyances religieuses. Et donc voilà. Donc moi, la Ligue de l'enseignement parle de dialogue interconvictionnel, par exemple. Je trouve ça intéressant d'aller plus loin que simplement. Alors en France, on a tendance à dire la religion, c'est le séparatisme. Mais est-ce que vous avez des expériences sur ces questions-là? Est-ce que vous avez ce que vous en pensez? Voilà, c'est un peu confus, mais je tourne autour de ça. Bonjour, donc Loïc Simon de la Cave du Nord. Alors j'ai une question de portée moindre en termes de philosophie, mais je voulais savoir si le recours aux religieux dont vous parliez, c'est un phénomène qui est durable ou c'est quelque chose qui est transitoire pour les individus. S'il y a des recherches là-dessus. En fait, quelque part, si on a une approche, alors c'est peut-être ironique, mais une approche assez séculière et consumériste de la religion. Une question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît, messieurs. N'y a-t-il pas eu une blessure symbolique, 4 ans après l'affaire de Creil, avec la remise partielle, mais remise en cause tout de même, du droit du sol intégral acquis de la Révolution française, avec la réforme du Code de la nationalité en 1993 par Charles Pasqua. À savoir que les jeunes entre 16 et 18 ans, depuis lors, doivent se déclarer en mairie pour formuler le vœu, donc l'idée d'adhésion volontaire à la nation, le vœu d'être citoyen français à leurs 18 ans. Sachant qu'auparavant, c'était le cas, mes camarades de classe quand j'étais au lycée, filles et garçons, n'avaient pas à se déclarer en mairie. À 18 ans, ils devenaient automatiquement français. Ils avaient quand même la possibilité d'aller en mairie auparavant pour dire qu'ils ne souhaitaient pas être français. Cette liberté existait, mais pas dans l'autre sens. Comme s'il y avait une inversion un peu sur les valeurs et en tout cas, voilà, de la part de ce ministre de l'Intérieur. Mais cette loi n'a jamais été complètement révisée. Jean-Pierre Chevènement, dans le gouvernement de Lionel Jospin, est revenu un peu dessus en 1997, mais pas totalement. Si bien que cette nécessité de devoir aller en mairie existe toujours et crée quelque part de fait une discrimination parmi les classes. Ce sont des élèves entre 16 et 18 ans qui fréquentent des lycées professionnels, des lycées techniques. Et ça s'est passé 4 ans après l'affaire de Creil, 4 ans après le bicentenaire de la Révolution française, 1989. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, mais son nom m'échappe, son nom et son prénom malheureusement m'échappent, il y avait une haut-commissaire qui était très courageuse, Nadia quelque chose je crois, qui était intervenue souvent, y compris localement, pour défendre ces principes d'égalité, alors que l'affaire de Creil commençait à pouvoir faire des émules ici ou là. Et avait aussi contribué avec le Conseil d'État à calmer le jeu, mais son nom m'échappe malheureusement et je vous m'en excuse. Bonjour à tous, Nicolas Malky, donc pour rebondir, une réflexion non aboutie que je voudrais partager avec vous, c'est qu'à travers vos exposés, je suis là, voilà, je suis là. Donc à travers vos exposés, fort riches, j'ai encore appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi remarqué des contradictions qui ont été pointées tout à l'heure, et notamment dans les terminologies. Monsieur Ferrat a parlé par exemple de ghettoisation sociale. Monsieur Nicolas Cadem a parlé plutôt de communauté, sans employer le mot communautarisme, et avec les raisons que cela a provoqué et amené l'émergence de ce débat et du fait que nous soyons tous là autour de ce sujet. Et ma réflexion qui n'est pas aboutie, c'est comment trouver les mots justes et les répandre le plus largement possible à travers les médias, parce que vous avez aussi soulevé le problème des médias, et qui parfois, excusez-moi l'expression, polluent par manque de précision, et comment améliorer la communication et donc l'information et la formation pour justement cesser ces clivages qui existent dans notre société et aboutir à une société du bien vivre ensemble. Merci. Oui. Nous avons encore 2 questions à prendre. On laissera peut-être les intervenants parce que là, on en a déjà 5 questions. Bonjour. Concernant la discussion, je trouve qu'il y a un paradoxe aussi sur comment on défend la laïcité dans les quartiers. Et je me pose la question, comment, quand les joueurs de foot, par exemple, Neymar, quand il porte 100% Jésus dans un stade de foot et retransmis à la télévision
Et on voit aussi plein de gestes liés à la religion parmi les joueurs de foot. Comment on peut défendre la laïcité dans les quartiers, par exemple, avec les jeunes. Comment, quand les hommes politiques, alors notamment aux États-Unis, ils disent à chaque fin de phrase Dieu partout, comment, quand des hommes politiques posent la question de Dieu à longueur de journée, on défend la laïcité dans nos quartiers. Et aussi, quand je me pose la question, quand dans des communautés religieuses, il y a des discours qui soutiennent des hommes politiques. Par exemple, on sait que dans la communauté évangéliste, il y a un très fort soutien à Bolsonaro ou à Donald Trump, donc ou dans différentes communautés. Hein, ça, voilà, c'est des questions que je me pose. Voilà. Bonjour. Donc, je m'appelle Audrey Martin-Boyat, je suis CPE dans un collège réseau d'éducation prioritaire sur M. Moi, je me pose la question de la motivation. Comment motiver des élèves qui aujourd'hui sont en pleine crise identitaire, effectivement, qui avant de me dire qu'ils sont français vont me dire qu'ils sont musulmans? Comment leur dire qu'il faut conserver la motivation dans leurs études, alors que certains se disent que de toute façon, ce qui les attend, c'est soit la prison, soit le quartier, et que d'autres me disent, de toute façon, si je réussis mes études, je vais me retrouver face au plafond de verre. Que faire? Alors je propose qu'on réponde, on a 8 questions, déjà une sur la commission Stasi, une autre sur les transitions, la transition et la citoyenneté, une sur la religion, est-ce qu'elle est durable ou transitoire, et est-ce qu'on estime que c'est une consommation. Il y avait une question sur les terminologies, sur comment on défend la laïcité dans les quartiers alors que on a une emprise médiatique de la religion qui est très forte. Et puis la question de la motivation sur les crises identitaires, je pense que j'avais tout noté. Il y a peut-être la vôtre que je suis passé à travers. Sur la réforme du code de la nationalité. Peut-être sur la question qu'on a déjà évoquée. Hein, là, bon. Alors peut-être qu'on peut revenir d'abord sur la question de la fin de l'affaire de Creil et la commission Stasi pour rester dans le cœur de notre débat. Et puis après passer à la question de ce recours religieux. Effectivement, alors si vous avez une réponse, hein, bien sûr, est-ce que c'est transitoire, est-ce que c'est durable? Et puis après on élargira aux questions de ghettoisation, si ça vous convient ainsi. Oui, rapidement pour ne pas monopoliser le temps. Alors pour ce qui est de l'affaire de Creil, effectivement c'est un grand paradoxe de l'affaire. Je l'ai vérifié dans les archives de M. Mitterrand, donc a priori ça, c'est juste. Effectivement, le roi du Maroc a réglé en partie l'affaire. Donc c'est une réalité. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y avait 3 collégiennes qui portaient un foulard, une d'origine tunisienne, 2 d'origine marocaine, qui étaient les 2 sœurs qui étaient les plus virulentes d'ailleurs dans le collège. Ce qui s'est passé manifestement, ça m'a été confirmé par plusieurs sources, hein, par le principal et par M. Jox, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, c'est que, en gros, les familles au Maroc ont été, comment dirais-je, convoquées à une époque où le régime politique marocain était quand même pas d'une tendresse absolue. Donc, en quelque sorte, les familles en France ont très rapidement retiré le foulard. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, il y avait à l'époque une réalité qui était objective. Donc, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment un rappel historique. À l'époque, l'État français, donc le ministère de l'Intérieur et notamment le bureau des cultes, hein, qui est chargé au ministère de l'Intérieur de gérer les rapports avec les cultes jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas d'interlocuteur associatif
français musulmans, ce qui aujourd'hui quand même apparaît beaucoup plus, donc qui gérait l'islam avec les consulats, ce qu'on appelle l'islam consulaire. Et ce n'est pas un hasard si, après l'affaire de Creil, M. Joxe dit ça suffit, il faut qu'on crée un islam de France, donc qui est un peu l'arlésienne du ministère de l'Intérieur depuis 30 ans, à gauche comme à droite, qui est de créer un interlocuteur musulman, représentatif des musulmans de France, qui ne soit plus limité aux ambassades des pays d'origine. Donc c'est vraiment un moment tournant où pour le coup c'est un acteur extérieur qui règle le sujet, mais en même temps la République française se rend compte que c'est un modèle qui était à bout de souffle à l'époque, en quelque sorte. Et d'avoir des représentants du culte, du point de vue du ministère de l'Intérieur, c'est aussi du culte musulman, là en l'occurrence, c'est aussi peut-être le moyen d'installer un dialogue avec les différentes communautés religieuses, puisque de mémoire, les travaux qui mèneront à l'élaboration du Conseil français du culte musulman, l'idée c'est bien d'avoir un clergé musulman, je mets des guillemets, avec lequel, du coup, l'État peut dialoguer, effectivement, tout en respectant ce principe de séparation. Alors, on n'est pas forcément encore dans le dialogue interconfessionnel prôné par Vincent Boutry pour pouvoir changer de modèle, mais c'est en tout cas une forme de reconnaissance, effectivement, de la présence durable de l'islam en France, pour un islam de France. Monsieur Cadenne, peut-être sur les autres propositions qui n'avaient pas été retenues par la commission Stasi, notamment, puis s'il y avait d'autres questions que vous souhaitiez répondre. Oui, juste pour compléter là-dessus, c'est un vrai questionnement, un vrai sujet que la structuration du culte musulman en France, parce qu'en effet, l'absence de structuration du culte musulman n'aide pas non plus face à des courants rigoristes qui, évidemment, se sont développés dans les années 90-2000, émanant de pays du Golfe, qui sont très éloignés de la tradition musulmane des Français, très éloignés de la tradition française, mais qui ont pu se développer en effet face à un islam consulaire qui lui-même était discrédité, en particulier auprès des jeunes générations, parce que très légitimement, elles souhaitaient se libérer d'une sorte de tutelle de pays étrangers qui ne sont plus leur pays, puisque leur pays est désormais la France. Donc en effet, cette question de la structuration du culte musulman en France est vraiment importante, notamment aussi pour assurer, pour éviter un développement d'un islam un peu réinventé et parfois dangereux, rigoriste notamment. Donc là, il y a une vraie question. Évidemment, c'est pas à l'État de le faire lui-même. Et d'ailleurs, si l'État le faisait lui-même, ce serait contre-productif, puisqu'évidemment, l'islam, les instances qui l'installeraient seraient vues comme évidemment illégitimes, à raison, par les Français de confession musulmane pratiquants. Mais néanmoins, il y a un dialogue qui doit être instauré avec tous les représentants du culte musulman dans leur très grande diversité, pour en effet éviter d'instaurer un dialogue avec des représentants consulaires qui en effet ne sont plus représentatifs de la population musulmane, française de confession musulmane, et en particulier chez les jeunes générations. Donc en effet, il y a un travail qui est fait, vous le savez, là-dessus, avec nous, notamment au niveau local, au niveau des départements, pour développer quelque chose qui soit beaucoup plus représentatif de la population française de confession musulmane et sortir de cette difficulté-là. Et d'ailleurs, sur ce point de vue, on voit bien que, là où l'islam consulaire n'est pas présent, et là aussi, par ailleurs, où les Français de confession musulmane sont beaucoup plus mélangés dans la population en général, eh bien ça fonctionne. Typiquement, sur l'île de la Réunion, le culte musulman est très bien structuré, parce qu'effectivement, les réunionnais de confession musulmane ne sont pas du tout dans une catégorie socio-professionnelle donnée, ils sont très tout ça est très mélangé, vous avez des riches, des pauvres, tout ce que vous voulez, et parce qu'il n'y a pas en effet d'islam consulaire qui imposerait, qui voudrait continuer à avoir sa part de marché, si je puis dire. Là-bas, ça s'est structuré localement dans une grande diversité, et vous avez un CRCM qui d'ailleurs rassemble l'ensemble des réunionnais de confession musulmane, des chiites des sunnites jusqu'aux chiites même. Ils sont pas très nombreux les chiites, mais même les sunnites sont englobés dans cette représentation qui fonctionne bien, avec un centre de formation des imams qui est français et qui est installé là-bas sur place, avec des imams qui sont rémunérés, puisque vous avez une association de financement qui fonctionne, etc. Donc on voit bien en effet que les questions hexagonales du passé colonial, de l'islam consulaire, etc., pèsent dans le débat et dans la structuration du culte musulman. Mais bon, là, je vais sur un autre sujet. Concernant la commission Stasi, oui, il y a eu d'autres préconisations qui avaient été formulées.
pas toutes d'ordre législatif, donc certaines ont depuis été mises en œuvre, notamment par l'Observatoire de la laïcité, mais il y avait un autre point, une autre question qui était très forte, c'était la question des jours fériés, avec notamment la mise en place de jours fériés pour l'islam et pour le judaïsme. Sauf que, honnêtement, là-dessus, on n'a pas de réponse idéale. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les jours fériés sont fériés pour tout le monde et, en réalité, aux yeux de l'État, ne sont pas confessionnels. Même si, de fait, une bonne partie de ces jours fériés ont une origine confessionnelle, catholique en l'occurrence, et d'ailleurs, avant même d'avoir une origine catholique, ils avaient une origine païenne, c'était des fêtes païennes qui n'étaient pas catholiques, qui sont devenues catholiques quand l'Église a souhaité finalement remplacer des traditions festives, culturelles fortes, pour imposer évidemment son pouvoir. Mais aujourd'hui, aux yeux de l'État, tous les jours fériés sont fériés pour tout le monde, sans connotation confessionnelle particulière. Si on réinstaure un jour férié pour telle ou telle grande tradition religieuse, on reconfessionnalise de fait les jours fériés. Et puis, autre difficulté, si, comment dirais-je, on décide, parce que ça avait été aussi une possibilité, d'avoir un jour férié selon sa confession, on réassigne les Français à leur confession. C'est complètement anti-laïque, puisque effectivement, quelle que soit votre appartenance, vous devez avoir droit au même jour, aux mêmes possibilités de congés et de fériés. Donc, on n'a pas vraiment de solution idéale, et finalement, même si aujourd'hui notre système est un peu de briques et de broc, c'est peut-être ce qui fonctionne le plus, à savoir des jours fériés communs à tous, même si certains, en effet, ont une origine confessionnelle et avant cela une origine païenne. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient avoir un autre jour de congé ou de férié, pour une grande fête religieuse, vous le savez, vous avez une circulaire qui pérennise ce système depuis 2012 dans la fonction publique, qui va permettre aux chefs de service d'octroyer des absences le jour des principales fêtes religieuses, quelles qu'elles soient. Et après, vous avez le système des RTT, etc. Alors, c'est vrai que c'est un peu de briques et de broc, mais je suis pas sûr qu'on ait une meilleure solution, en fait. Et je suis pas certain, sur le coup, que la préconisation de la commission Stasi aurait été si positive que ça, parce qu'il y avait cette logique de reconfessionnaliser les jours fériés. Or, dans un régime laïque, et bien comme je le disais tout à l'heure, que vous soyez 10 à pratiquer votre religion ou 10 millions, vous devez être considérés de la même façon. Donc ça voudrait dire que tous ceux qui considèrent que tel jour est un jour d'une grande fête religieuse pour leur religion, même s'ils sont que 10 à la pratiquer, il faudrait leur octroyer aussi cette journée. L'octroyer que pour la tradition juive ou musulmane aurait été finalement assez restrictif dans une logique laïque. Donc c'est pas simple, voilà, d'y répondre. Oui, alors je vais essayer de regrouper les questions pour pas être trop long. Alors sur la question de la, comment dirais-je, du droit du sol en 93, enfin de la modification, au fait la question s'est posée dès 89 de la manière de traiter l'affaire, ou l'islam de France après l'affaire de Creil. Et on a créé un organisme, alors qui n'était pas au début pour l'affaire de Creil, qui était le HCI, le Haut Conseil d'intégration. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a en fait une dispute, alors très mal connue parce que c'est dans les archives et en interne, entre le HCI et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur disant, à l'époque, attention, c'est un danger absolu de lier intégration et islam, parce qu'on renvoie les musulmans français à une question d'intégration, sous-entendu étranger. Et donc, il y a eu un débat très lourd. Ça rejoint à la question de la terminologie de comment on traite l'islam. Est-ce que c'est une question d'intégration, une question religieuse, une question sociale? Donc, ça rejoint plusieurs questions. Et pour le coup, le HCI a gagné en disant, on va aussi parler d'islam. Donc, c'est au-delà des étrangers, l'islam, ce qui fait qu'on faisait un peu le lien entre les deux. Paradoxalement, on revenait à une situation avant les années 80, les musulmans sont d'abord des étrangers, en quelque sorte. Alors, pour répondre de la même manière à la question... alors, la personne, je pense que vous cherchez, c'était Mme Chérifi, qui était médiatrice à l'Éducation nationale. À l'époque, l'Éducation nationale avait nommé 2 femmes pour gérer les affaires de foulard dans les établissements scolaires du second degré. Mme Chérifi, qui est aujourd'hui inspectrice générale, et une autre femme qui a eu une carrière autre, Mme Dati, Rachida Dati, qui a été nommée donc inspectrice, médiatrice sur la question de foulard à l'époque. Alors, sur la question de la pratique religieuse, je ne sais pas qui avait posé la question, est-ce que c'est transitoire ou pas. Au fait,
tous les travaux de sciences sociales convergent, donc ça c'est assez net, au moins sur plusieurs décennies, sur la baisse tendancielle des pratiques religieuses. Alors, c'est compliqué parce qu'en Europe occidentale, on peut demander aux gens leurs pratiques religieuses. Vous imaginez bien qu'aller dans un pays comme l'Iran ou le Brésil, pour pas aller plus loin, et dire aux gens est-ce que vous êtes athée ou pas, c'est compliqué. Mais on sait que dans les enquêtes que l'on a, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, la pratique religieuse tend à baisser tendanciellement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un retour dans les minorités de plus grande religiosité, mais sur le long terme, la tendance, enfin du moins la tendance actuelle, c'est la baisse des pratiques. Alors ça, on l'a vérifié avec l'Europe de l'Est. À la chute du communisme, on a beaucoup parlé du retour de religieux, qu'on voit sur le long terme. La pratique religieuse a tendance à baisser depuis 30 ans dans l'ancien bloc de l'Est, y compris dans des pays comme la Pologne, où le niveau de pratique est très élevé, mais il tend à baisser chez les plus jeunes. Donc c'est un phénomène qui est assez généralisé. Et voilà, c'était les réponses qui étaient à donner. Merci. Puis, donc, je propose que, comme certaines questions pourront trouver des réponses aussi un peu plus tard dans la journée, je propose qu'on termine peut-être juste sur la question de la justesse des mots que l'on emploie et l'effort que nous devons tous avoir pour trouver les mots justes et prendre les mots justes et les répondre. Ce sont les termes que vous aviez employés, et en particulier donc dans les médias. Monsieur le rapporteur général, vous avez mené un certain nombre de travaux également pour essayer de convaincre les médias. Alors, comment peut-on s'y prendre? Comment améliorer la situation lorsqu'on voit qu'effectivement à chaque ouais, le résultat est quasiment égal à 0. Non, c'est très compliqué effectivement dans les médias. Depuis notre installation, on appelle à la responsabilité les médias et plus largement les prescripteurs d'opinion dans les mots qu'ils choisissent et dans le vocabulaire qu'ils choisissent pour parler de la laïcité et des religions et des courants de pensée, etc. Et effectivement, l'approche retenue essentiellement dans le débat public, c'est une approche conflictuelle, c'est la mise en avant du culte de l'immédiateté et du culte du clash. Et ça, c'est extrêmement nocif pour notre cohésion nationale. Et donc, il faut y prendre garde parce que ça peut avoir des conséquences inquiétantes avec ensuite l'élaboration de lois d'émotion, comme on dit. Et il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Nous, c'est un de nos rôles aussi, d'être une vigie. Et très régulièrement, on alerte les pouvoirs publics contre des lois d'émotion qui ne sont en fait fondées que sur de l'émotion, que sur de la passion, qui elle-même est alimentée par certains prescripteurs d'opinion et par les médias, par un discours politique et médiatique qui s'auto-alimente parfois. Et il faut y faire attention. Il ne faut fonder la loi que sur des faits objectifs, que sur des remontées sérieuses. On ne peut pas faire des lois sur des cas qui seraient très circonstanciels, qui seraient anecdotiques ou etc. Sinon, c'est une erreur que de croire que la loi peut tout résoudre. Il faut aussi avoir l'intelligence du bon sens, de la réalité de terrain, de l'analyse du terrain, etc. Donc là-dessus, il faut être très vigilant parce que on l'a vu. Ça n'a pas forcément été toujours public, mais il y a eu des volontés parfois depuis que nous sommes en place, ça fait longtemps maintenant, 7 ans, de légiférer et parfois même de changer substantiellement la laïcité et le droit de la laïcité, y compris via la Constitution, qui n'aurait pas été positif pour notre cohésion nationale et qui n'était fondé finalement que sur, en effet, des débats très ponctuels et des passions. Donc là-dessus, faisons attention et je crois que ça relève de la responsabilité de nous tous, que de faire attention aux mots que l'on emploie, au vocabulaire que l'on emploie, de faire attention à prendre le recul nécessaire à l'analyse de chaque situation, de ne pas réagir à chaud, de bien étudier un sujet avant de s'exprimer sur ce sujet, parce que là, on est quand même aujourd'hui avec les chaînes d'infos en continu sur le culte des experts autoproclamés en tout. C'est quand même un vrai problème, parce que sur la laïcité, ceux qui se proclament auto-experts et qui interviennent sur les plateaux sont franchement tous, sauf des experts. Et très souvent, on entend des affirmations posées comme des affirmations qui sont totalement fausses. Et c'est problématique parce que ça rentre ensuite dans ceux qui entendent ça. Et comme ils entendent ça comme une affirmation sans contestation, ils considèrent que c'est juste. Or non, ça ne l'est pas. Et du coup, ça alimente, en effet, par exemple, ça peut alimenter des discours victimaires quand on va affirmer que la laïcité est anti-ceci ou anti-cela, et donc c'est contre-productif. Donc voilà, il faut que chacun d'entre nous, on alerte nos responsables, je sais pas moi, que ce soit des journalistes, des éditorialistes, des chroniqueurs, des hommes politiques, des intellectuels, pour
pour qu'ils prennent le recul nécessaire à l'analyse et qu'ils s'expriment certes, bien sûr, mais dans un cadre posé, dans un cadre serein, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc nous, on essaye, on organise des colloques avec politiques, responsables religieux parfois, ou courants de pensée, avec des responsables médiatiques, etc. Mais c'est dur, l'évolution est compliquée parce que derrière, il y a aussi la course à l'audimat. Voilà, il y a aussi cette question qui entre en jeu, et on sait bien que le conflit a tendance à susciter plus d'attention et d'audimat que la situation apaisée. On parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure et pas des trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je souhaitais clore, parce que nous avons pris un peu de retard. Est-ce que vous souhaitiez réagir vraiment très très rapidement ? J'aurais voulu le mettre dans le contexte des termes utilisés. J'ai relevé tout à l'heure une phrase que vous aviez dite, et pour moi, ça paraissait aussi sur l'idée que derrière les termes, il y a aussi les concepts qui sont derrière. Et là, vous avez dit tout à l'heure, il faut reconnaître l'islam comme une religion à part entière. Or, moi, j'aurais aimé entendre plutôt, il faut reconnaître l'islam comme une religion de Français à part entière. Et je pense que dans ce cas-là, c'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est vraiment là une question de concept très fort derrière ça, parce que du coup, l'islam n'est pas une religion à part entière, mais l'islam est une religion parmi tous les courants de pensée des Français, puisque là, on travaille un peu sur la laïcité à la française. Et puis juste après, une autre petite remarque, mais qui est très rapide, c'est que ce qu'on peut regretter beaucoup, c'est que télé, radio, on a beaucoup d'émissions religieuses qui peuvent être d'ailleurs très très bien. On n'a pas d'émissions de formation à la laïcité, même si sur France Culture, il y a les divers aspects de la pensée contemporaine qui ne sont pas directement liés à la laïcité, qui peuvent amener aussi des éléments sur ce point-là. Mais par contre, pourquoi on n'a pas des émissions un peu récurrentes sur des explications, sur des formations, sur des débats ? Et paradoxalement, il y a certaines émissions religieuses, je pense à l'émission du dimanche matin, l'émission juive du dimanche matin, qui pourraient presque expliquer ce qu'est la laïcité, parce qu'il y a des émissions... Mais voilà, dans le contexte d'une religion. Donc, il y a quand même un problème. Sur cette question des émissions, effectivement, du coup, ça donne l'occasion de se dire que peut-être il y a des choses à construire, effectivement, et puis simplement, je vous prie de m'excuser, effectivement, pour c'est ce que je voulais dire, donc... Une erreur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ferrat, Monsieur Cadenne, pour vos interventions et ce temps d'échange.